bonsoir. Retour de Sébastien Adjavon sur la scène politique. Retour aussi de l'affaire des 18 kg et du PVI. Et puis, Rouillé au domicile du frère Melchior. Voilà ce qui fait de l'actualité de cette semaine. Sur ce plateau, Apol Emerico Adjovi. Apol, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous avez fait bon la semaine écoulée, la semaine surpassée. Je présente mes excuses aux téléspectateurs. C'était justement un contretemps indépendant de ma volonté. En face de Apol, Olivier Alocheve, rédacteur en chef de l'événement précis. Bonsoir Olivier. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Voilà, tout de suite la rue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au cœur de l'actualité ces derniers jours au Bénin, la sortie de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, les affaires PVI et cocaïne et la recomposition de la classe politique. En effet, depuis sa dernière mésaventure et ses 7 jours passés en garde à vue, l'homme est sorti de son mutisme. Le président du patronat, arrivé 3e à la dernière élection présidentielle et membre de la coalition de la rupture qui a porté Patrice Talon au pouvoir, s'est montré déçu de la gestion de celui qui devient désormais son ex-allié. Dans un entretien accordé à la presse, Sébastien Germain Adjavon n'est pas allé du dos de la cuillère pour peindre en noir la gestion de Patrice Talon, de l'affaire cocaïne, en passant par le PVI Nouvelle Génération et les réformes engagées par l'exécutif. ASG estime tout simplement que le pays est mal géré. Mais le mania de la volaille ne tardera pas à avoir des répliques. Comme un jury, le quotidien Le Grand Jury, après analyse des propos de l'opérateur économique désormais engagé en politique, estime que Sébastien Germain Adjavon a manqué le coche. Il doit arrêter de vendre l'impossible au peuple béninois, soutient le journal, et à Fraternité de faire écho de la sortie des disciples de Saint-Mathieu. Répondant en effet aux déclarations de ASG, Charles Saka et Marcelin Laourou, respectivement directeur général de la douane et droits indirects et secrétaire général du syndicat de la douane, ont livré leur part de vérité. Sur l'affaire cocaïne, la douane lave tout soupçon et met au défi toute expertise, affiche l'actualité. En réagissant ainsi et en apportant des preuves qui, selon Afrique Express, sont irréfutables, la douane béninoise est à même de porter plainte pour diffamation, confie pour sa part le potentiel. Mais pourquoi réveiller les vieux démons, est-on tenté de dire, puisque le confrère de la matinée s'interroge pour sa part sur les réelles motivations des disciples de Saint-Mathieu à ressusciter un dossier déjà bouclé par la justice béninoise. L'autre dossier qui retient aussi l'attention des douaniers est bien le programme de vérification des importations. Le journal L'Instigateur, relatant aussi le point de la conférence de presse, nous apprend que le directeur général de la douane a mis à nu les ennemis du PVI. Il n'y a donc plus d'inquiétude, puisque, soutient-il à la une du grand jury, le PVI 1 a été revu, amélioré et corrigé par le PVI 2. Dans un autre registre à présent, la presse nationale fait écho de la ruée des hommes politiques vers le professeur Albert Tevoidjre. Le Pays émergent et le quotidien L'Éclaireur font remarquer que l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, était chez le renard de Djerekbé. Ils ont sans doute abordé l'actualité nationale. Même exercice fait avec Nicéphore Dieudonné Soglo, qui en milieu de semaine était aussi chez Albert Tevoidjre. L'information est rapportée par l'événement précis. Toutes choses qui font écrire au journal La Priorité que le professeur Albert Tevoidjre constitue l'épicentre du monde politique béninois. Pêle-mêle à présent, le clairon fait obligation à Patrice Talon et Sébastien Germain Adjavon de fumer le calumet de la paix. Mais en attendant que cela n'arrive éventuellement, Patrice Talon, lui, remobilise les députés révisionnistes et la coalition de la rupture, ceci sans doute pour l'amélioration de la gouvernance et un mieux-être pour les populations. Terminons cette revue de presse par la nouvelle loi sur les zones économiques spéciales adoptée par les élus du peuple. L'avènement de cette loi de 50 articles subdivisés en 5 titres initiés par l'honorable Jean-Eudes Okoundé va permettre, selon le quotidien du service public, d'améliorer le climat des affaires et l'attractivité du Bénin
aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Voilà donc qui devrait accélérer le développement du Bénin. Et c'est sur cette nouvelle que nous mettons un terme à ce tour de l'actualité. Merci de l'attention et à bientôt. Merci à vous, Ricardo Pekou. Olivier Lotchevin, après environ 6 mois de mutisme, Sébastien Adjavon revient sur la scène politique, d'abord pour clamer à nouveau son innocence à propos des 18 kg, et puis pour se prononcer sur l'an 1 du président Patrice Talon. D'abord, que dire des 250 milliards qu'il réclame à l'État béninois? Moi, j'ai senti déjà qu'il était un peu gêné aux entournures, de réclamer 250 milliards, puisque les journalistes présents lui ont demandé s'il n'est pas en train de chercher à dévaliser l'État, en quelque sorte. Et sa réponse a été un peu confuse. Tantôt, il dit que ce n'est même pas à la mesure des dommages qui lui ont été faits. Il estime que les dommages sont estimables à 1000 milliards. 1000 milliards, et que même ces 250 milliards, qu'il les prendrait pour des œuvres sociales. Bon, pour le moment... Partagez-vous le point de vue des jeunes qui estiment qu'ils veulent spolier du moins l'État béninois? Bon, vous savez, dans le langage, enfin dans la pratique judiciaire, c'est une façon de faire monter les enchères pour pouvoir avoir peut-être quelque chose après. Bon, moi, j'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout de cette requête faramineuse qui dépasse largement les possibilités d'un État. Même les États-Unis ne peuvent pas payer à un contribuable autant de sous. Donc, pour moi, c'est une astuce de ces avocats pour monter les enchères, histoire de pouvoir plus tard obtenir quelque chose. Après, c'est une stratégie, disons, de négociation. Au cas où il n'aurait pas tort. Au cas où il n'aurait pas tort. Et s'il s'avérait qu'il avait tort, le bâton va se retourner contre lui. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Paul, sur la question? Non, je crois que pour un peu aller sur le même sens que Olivier pour dire que non, je crois que je dirais que c'est une vaste comédie d'Adjavon que de demander à l'État béninois qu'on lui paye 250 milliards pour pouvoir donc laver son honneur. C'est tant qu'il estime, puisque dans sa sortie, il estimait que le pays est mal géré. Donc un pays qui est mal géré, de mon point de vue, donc les recettes ne rentrent pas. Alors comment se fait-il qu'un gouvernement qui gère mal, selon ton analyse, tu réclames à ce même gouvernement qu'on te paye 250 milliards? Pourquoi faire? Et encore que je me dis, enfin, je n'ai pas vérifié, encore qu'on me dit que pour aller directement vers... Il estime qu'il est victime de harcèlement et que c'est la seule façon pour lui de mettre un terme à ces harcèlements. Victime d'harcèlement à quel niveau? Il y a une situation que les OPJ ont constatée. L'affaire a été portée devant qui de droit? C'est-à-dire les juridictions béninoises qui ont dit le droit. Suite à cette affaire, aurait-il été victime de harcèlement? Bon, pour le moment, la justice ne nous dit pas clairement s'il est victime de harcèlement ou pas. Puisque au cours de l'émission. Bon, il l'a dit, lui il l'a dit. Ouais. Bon, mais moi, en tant que journaliste, moi, je ne peux pas l'affirmer. Puisque la Est-ce justice... que dans les faits, Sébastien Adjavon est victime de harcèlement? Non, la justice, c'est quoi ce qu'il appelle harcèlement? Elle s'est dit que quand cette affaire a déclenché, que l'État béninois, j'avais dit, par l'intermédiaire de l'administration douanière, lui a retiré l'agrément de sa société de consignation à Djerébé, c'est ça qu'il appelle harcèlement? Non, de mon point de vue, il n'y a pas harcèlement. S'il y a eu un problème, c'est-à-dire que ce qui ne doit pas se faire dans une république, c'est-à-dire des faits prohibitifs, ont été constatés, c'est aller en justice. Il y a eu un procès. Je crois qu'une bonne administration doit pouvoir donc clarifier la situation, pour pouvoir voir clair et donc savoir désormais comment collaborer avec un tel contribuable. C'est ce que la loi béninoise a fait. Je ne vois pas où se trouve, moi, l'harcèlement. Alors, certains journaux béninois se demandent si la rage de la guerre est définitivement déterrée entre les deux hommes. Absolument. Bon, pour le moment, on peut le dire. On peut dire que c'est devenu presque un problème de personne, parce que les termes qui ont été utilisés ce dimanche sont des termes très forts. Et ça devient une volonté de revanche. Et on s'est donné rendez-vous pour 2021. Et quelqu'un a écrit que Adjavon met
comment dire, met la température à 2021 volts. Vous voyez, donc c'est déjà très, très fort. Non, mais je crois, pour la morale politique, je crois que les deux partis ont hautement intérêt à s'entendre, même si ce n'est pas maintenant, la tension est trop forte. Maintenant, c'est clair qu'un jour, les deux partis finiront par s'entendre. Pourquoi? Parce que ça fait à peine un an que vous avez dit que vous allez gérer le pays ensemble. Ça fait à peine un an. Si moi, électeur, en moins d'un an, vous venez encore me dire que vous ne vous êtes pas entendu, ça veut dire que vous m'avez trompé. Si vous venez un an presque après pour dire que le pays est mal foutu, c'est mal géré, il n'y a plus rien qui marche, etc., ça veut dire que vous êtes entendu pour me tromper. Et que par conséquent, prochainement, je ne peux avoir confiance ni en l'un ni en l'autre. Donc, l'un dans l'autre, si vous regardez les grands partis français, nous sommes un jour d'élection aujourd'hui en France, vous allez voir les tendances qu'il y a au sein, par exemple, du parti de la droite française. Les Républicains, par exemple, les Fillon, Sarkozy, c'est des tendances tout à fait opposées. Alain Juppé, c'est des tendances tout à fait opposées. Mais ils sont dans le même parti. Moi, je ne comprends pas les hommes politiques béninois, même africains, d'une façon générale. Dès qu'on ne s'entend pas un peu avec quelqu'un, on le prend immédiatement comme un ennemi. Moi, je crois que pour faire prospérer notre démocratie, pour faire prospérer ce pays, même les adversités doivent être gérées de façon intelligente pour que finalement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui et renvoyer Adjavon du Bénin? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et qu'est-ce que Adjavon peut faire aujourd'hui et gagner les élections dans 4 ans? 4 ans, c'est beaucoup, hein? C'est 4 ans, ça fait 365 jours fois 4. Il y a beaucoup d'impondérables sur le chemin. Donc, par conséquent, moi, je crois que les deux partis ont intérêt à s'entendre, que ce soit à brève ou à moyenne échéance, pour que le citoyen lambda ne considère pas le jeu politique comme un jeu de tromperie. Parce que ça, quand on regarde, on se dit que finalement, ils se sont entendus pour se tromper entre eux et nous tromper en fin de compte. Voilà. Oui, et dans cette affaire de 18 kg, on a évoqué le remplacement d'un certain plan, le plan du conteneur ayant contenu la cocaïne, les 18 kg de cocaïne. Alors dites-nous, la donne se sent de plus en plus accusée et contestée en justice. Vous savez, sur cette affaire de plan qui serait substitué ou pas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la conférence, la sortie médiatique de l'administration douanière. De la même manière qu'aujourd'hui, ce dimanche-ci, j'ai suivi le secrétaire général du syndicat des douaniers sur une télévision de la place qui a expliqué comment ça se passe. Et je voudrais applaudir, faire foi à ce qu'il a dit. Et dire à l'intéressé qui se sent, qu'on appelle victime dans cette affaire, de mettre la balle à terre. Parce qu'il ne sert à rien qu'il engage, qu'on a un bras de fer avec l'administration douanière, avec qui il a éminemment affaire, puisque toute cette activité passe par le port et la douane. Voilà. L'administration douanière a déjà pris la décision d'assigner toutes les sociétés concernées en justice. Alors, voyez-vous, donc, une entité de l'État avec qui tu travailles, qui répond, enfin, avec qui tu travailles en permanence, comment tu vas te mettre en adversité avec une telle entité? Je crois qu'il ne va pas de l'intérêt de M. Adjavon de se mettre à dos la douane béninoise. Sinon, on a tout fait d'ici à là, donc, de crier encore à un harcèlement de la douane béninoise par rapport à lui. Je pense qu'il faut qu'il mette la balle à terre, comme l'a dit Olivier, et au-delà de la douane béninoise, également avec le chef de l'État. Mais autre chose également que je veux dire est que sa sortie, pour moi, a un intérêt. L'intérêt est que, très tôt, il a dit sa position par rapport au gouvernement en place. Et donc, depuis, on se plaint du fait que le président Talon est là depuis pratiquement 12 mois passés et qu'il n'y a pas une opposition politique à lui. Aujourd'hui, maintenant, là, tout le monde, c'est clair, de façon claire et précise, qu'il y a eu un opposant au président Talon qui s'est déclaré de rechef, comme quoi, désormais, donc, il va se mettre, il va surveiller, comme de l'air sur le feu, la gouvernance du président Talon. C'est une bonne chose. C'est de bonne guerre. Justement, en parlant de l'actualité politique, il a fait le bilan de l'an 1 du président Patrice Talon, occasion pour lui de réprouver le PVI. Le PVI, à propos du PVI, il dit que le scanning n'existe pas ailleurs, que c'est seulement au Bénin. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous savez, le scanning va de pair avec le tracking et tout ce qui a été mis en place.
Et il a estimé que, surtout que le scanner, que ce n'est pas nécessairement le privé qui va gérer ça, que c'est la douane qui doit gérer. Bon, l'un dans l'autre. Aujourd'hui, il se fait que c'est un Béninois qui est là. Moi, en tant que citoyen, bon, que ce soit Antoine ou Yacoubou qui gère, moi, ça ne me regarde pas. Pourvu que les recettes douanières puissent rentrer. Absolument. À la fin de l'année, nous allons faire le point. Ça fait à peine un mois, presque 3 semaines, que le PVI est revenu encore. On fera le point. Et même le syndicat des douanes, pour le moment, n'a pas encore pris position. Donc, c'est eux qui vont nous dire si ça marche ou pas. Tant qu'eux ne nous diront pas que c'est une bonne affaire, puisque vous vous rappelez très bien, ils avaient pris position contre le PVI il y a quelques années, et ça a même été l'une des raisons pour lesquelles ça a été arrêté. Donc, dans tous les cas, nous attendons pour voir le résultat, puisque la douane a des obligations de résultats qui sont très très fermes. Et ce n'est pas seulement sous talon, ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Le PVI est arrivé. Le PVI n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, puisque c'est la Cour commune de justice d'Abidjan qui a demandé que l'État béninois soit paye plus de 160 milliards au Bénin Contrôle, ou même le remettre encore en selle, ce qui a été fait aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement actuel a un budget de plus de 2000 milliards. Et les recettes douanières comptent pour beaucoup. Je ne vois pas que le président qui est là, parce qu'on le veut ou non, le nom PVI lui est collé, je ne le vois pas en train d'amener un système qui travaille à faire rentrer des recettes et qui ne lui permettent pas d'atteindre les objectifs de plus de 2000 milliards pour son budget. Ce ne serait pas sérieux de sa part. Donc, non, c'est pour rebondir un peu sur ce que Olivier a dit en ce qui concerne la sortie médiatique de M. Adiavon. Je crois que non, vous voudrez titiller un peu encore le président sur ce point-là. Oui, justement, le PVI a existé par le passé, bougrement critiqué par les Béninois et beaucoup de gens. Aujourd'hui, elle est remise en selle avec l'adhésion des douaniers, lesquels la défendent. Qu'est-ce qui a changé au niveau du PVI? Bon, pour le moment, les douaniers, c'est un peu comme si tous les douaniers ont adhéré. Pour le moment, ils n'en ont pas encore fait une évaluation complète. Et moi, j'estime... L'administration est représentative. Non, moi, j'estime que c'est tout à fait normal qu'ils n'en fassent pas. Comme pour le moment, on n'a pas encore fait un mois. On n'a même pas encore fait un mois, puisque le PVI a démarré le 1er avril. Donc, on attend de voir. Donc, c'est eux qui vont nous dire en Assemblée générale, puisque leur mode opérateur, c'est l'Assemblée générale du SIDOB qui va dire, voilà, nous avons constaté ci, nous avons constaté ça. C'est vrai que le 11 avril dernier... Avez-vous l'impression que quelque chose a changé au niveau du PVI? Non, ça c'est clair. Si vous vous rappelez très bien, lorsque le PVI, première version, avait démarré, tous les produits de première nécessité avaient commencé à augmenter de prix. Cette fois-ci, on n'a presque rien remarqué, tout simplement parce qu'ils ont agi sur les valeurs qui devraient être payées. Je crois que pour la remise en selle du PVI et Nouvelle Génération, ça a été coordonné de commun accord avec l'administration douanière. Je crois que c'est depuis pratiquement 6 mois, au moins 6 à 8 mois comme ça, que l'administration douanière, pour ce que je sais, et les responsables de Bénin Contrôle ont travaillé. Donc c'est de commun accord qu'ils ont, j'avais dit, épousseté ce qui était des incongruités dans le programme PVI. Donc ça a été fait de commun accord. Et que ce qui a fondamentalement changé, à en croire l'inspecteur Raoufou Malekhossou, qui, au niveau de la douane, a été la cheville ouvrière de cette remise en selle de PVI, il nous faisait comprendre que désormais, par rapport dans le programme PVI, il y aura plus d'inspection à l'embarquement. Il y a plus d'inspection des marchandises à l'embarquement, alors qu'hier, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est la douane qui s'occupe de ça. Je crois que ça a beaucoup évolué par rapport à la première version et que d'ici là, comme l'a dit Olivier, attendons de faire l'évaluation pour voir ce que ça donnera. Oui, M. Adamon dit que le PVI profite seulement au privé et non à l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous savez... Croyez-vous que ça ne doit pas être l'affaire des privés? C'est ce que je dis. Vous savez, on ramène les arguments à la personne. Vous voyez, tout le monde reconnaît la nécessité d'une inspection
L'incendie qui rentre chez nous. Sinon, De tout ce qui rentre dans un par pays. le passé, Vous savez, au il y a Bénin, des- ça a été fait. C'était des privés. Moi, Bureau Veritas, toujours. Cotecna, C'était privé. SGS, c'est des privés. C'est Et des dans tous privés. les pays. Voilà. Dans tous les pays de la sous-région, Donc, c'est des privés. Et puis le surtout, scanning les privés. se fait même ailleurs. Et puis, j'ai dit privé, c'est vrai que j'aime pas tellement le mot, c'est des privés qui sont des étrangers, des sociétés étrangères. En plus. Mais dans le cas d'Express, c'est une quand société même- de droit béninois, Oui, c'est ça. détenue par des béninois. Ah, bon, Vous savez, voyez-vous. Doit-on forcément gagner de confier ça aux l'argent, sociétés pour faire étrangères? gagner de l'argent à un pays, il faut qu'il y ait des riches. Absolument. Si vous voulez construire des routes dans un pays et que les nationaux n'ont pas les moyens, vous êtes obligé de faire appel à des étrangers. Ici, maintenant, là, c'est des nationaux qui ont pris ça en charge. Donc, nous devons nous en réjouir que ces nationaux s'appellent Antoine ou Yacoubou. Moi, ça ne me regarde pas. C'est un Béninois qui fait employer des Béninois. Et ça me va déjà. Absolument, oui. Un aspect important de la sortie de Sébastien Adjavon porte sur l'élection présidentielle. Monsieur Adjavon disait exactement ceci: l'élection s'est passée dans un contexte avec des résultats du premier tour que je pouvais contester. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, moi, je lui dirais que c'est une mauvaise foi de sa part, de parler comme ça. C'est de la mauvaise foi. Si hier, il ne l'a pas fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Et s'il le dit aujourd'hui, et ça revient encore à ce que Olivier a dit. C'est-à-dire que la SEDA et la Cour constitutionnelle n'ont pas fonctionné, et c'est-à-dire que nos institutions n'ont pas fonctionné. C'est à Adjavon qui vous pose cette question pour Vous qu'il ne nous l'avez pas dit réponde. dans le temps. Pourquoi ne l'avait pas fait, ne l'avait-il pas fait? Et il a accompagné l'actuel président qui était là et a demandé, encore que moi je ne suis pas souvent sûr quand on demande à quelqu'un, enfin un candidat dit, mes électeurs reportez vos voix sur telle personne, moi je ne suis pas tellement sûr de cette affaire. C'est totalement, de mon point de vue, subjectif. Donc non, une fois encore, je ne crois pas que... Ce n'est pas sérieux de sa part de tenir des propos comme ça. Quand on est responsable, on ne tient pas des propos comme ça. Olivier, Vous savez, en 2016, si Adjavon avait appelé à voter Zinsou, il n'était pas sûr du sort de ce report de voix, s'il avait dit ça. Parce que, eh bien, il n'est pas sûr que les électeurs de son camp puissent voter pour Zinsou. Mais en appelant à voter Talon, on était sûr à 90% que son électorat allait. Donc, en tant qu'homme politique, en ce moment-là, il sait que s'il faisait le mauvais choix, il avait de très fortes chances d'aller dans le décor. à travers ses propos, on a l'impression qu'il veut dire que sans lui, Patrice Talon n'aurait pas été président. Bon, non, faisons une analyse froide. Allez-y, dans la froideur. Faisons une analyse Allez-y dans la froide. froideur. Hein? Si Adjavon avait appelé à voter Zinsou, hein, Boni Yahi aurait toutes les raisons de brouiller les cartes à l'époque. Donc, en appelant à voter Talon, il a contribué de beaucoup à l'élection du chef de l'État actuel. Donc, personne ne peut nier ça. Aujourd'hui, en tenant un discours politicien pour dire que Adjavon n'a pas contribué à l'élection du Talon. Boni Yahi avait-il la possibilité d'embrouiller les cartes? Il avait la possibilité. Quelle possibilité? Mais dis donc, c'est lui qui est le chef de l'État à l'époque. Et puis, n'oubliez pas, il avait tout l'appareil d'État en main. L'appareil d'État. Oui, c'est l'appareil d'État. Il avait tout l'appareil Oui. d'État. Croyez-vous que les militaires allaient composer avec lui? Ben dis donc, ça s'est vu partout. Non, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Moi, je ne vais pas me mettre dans ce scénario Ouahala. Non. C'est un scénario Ouahala, je ne vais pas me mettre dans ça. Mais je crois que pour moi, il faut qu'on évolue. On n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là. Adjavon a beau jeu de tenir ce discours-là, je le lui concède. C'est son discours à lui. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas quelqu'un. Et attendons de voir ce qu'il va faire. Il faut saluer son franc jeu à l'époque. Non, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des démêlés entre partenaires, en cours de chemin, qu'on va remettre en cause tout ce qui a été bien fait. Ça a été bien fait. Et tout le peuple béninois était content. Donc, bon, aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté, c'est de bonne guerre, mais ce que moi j'appelle, de tous mes voeux, c'est que les deux parties finissent par s'entendre. Parce que ça ne fait pas bien, ça ne fait pas sérieux. Pour moi, l'électeur, que vous avez réussi à convaincre, et au bout de quelques temps seulement, vous commencez à vous combattre. Oui, Paul Emerico, il souhaite que les deux parties s'entendent, mais à quelles conditions ces parties peuvent s'entendre? Oh, ben écoutez, à quelles conditions? Mais c'est les deux qui vont pouvoir donc retenir les conditions. Est-ce possible? Mais écoutez, en politique, on est en politique. En politique, tout est possible. Des gens que vous avez vus ennemis, je ne dis pas adversaires, ennemis, demain ils peuvent devenir des amis. On est en politique. Donc peut-être que des personnalités du pays peuvent jouer les sous-marins
et bon, donc pouvoir faire entendre raison. Qu'est-ce qui peut y contribuer, par exemple? Oh, ben, malheureusement, je ne peux, de ma position actuelle, dire qui au Bénin aujourd'hui incarne une certaine moralité qui peut donc faire approcher les deux parties dont il le fait parler. Donc, c'est tellement peut-être certaines situations. Y a-t-il des situations qui pourraient éventuellement les mettre ensemble? Oui, vous savez, de mon point de vue, si un homme d'affaires affronte le pouvoir en place, il risque de s'écrouler. Surtout dans un pays comme le Bénin. Vous savez, le Sénégal a décidé du jour au lendemain d'arrêter l'importation de la volaille. Le Sénégal a fait ça et a comptabilisé sur un an 300 milliards de gains pour l'État. Si le chef de l'État décide d'arrêter l'importation de la volaille, par exemple, ben dis donc. Vous voyez ce que ça peut poser. C'est justement pour ça que M. Adjavon ne s'est pas affiché comme un opposant. Il se dit prêt à intervenir, à contribuer à tout ce qui peut le faire avancer. Sur la question, ne soyez pas étonnés. Sur ce qu'on appelle l'interdiction d'importation de la volaille, ne soyez pas étonnés que d'ici à là, on en vienne là. C'est un sujet qui... Non, c'est je vous dis que c'est un sujet... des propositions. Non, c'est un sujet qui était déjà en cours depuis sous l'Ancien Régime. C'est un sujet qui était en cours depuis sous l'Ancien Régime. Si le Sénégal l'a fait, pourquoi pas le Bénin ne le ferait pas? Donc d'ici à là, ne soyez pas étonnés qu'on en vienne là et que les gens ne prennent pas cela comme encore un point d'harcèlement vis-à-vis de l'opérateur économique qui se dit aujourd'hui, qu'on appelle sur l'arène politique. Savez-vous que cela se dit déjà à propos de la viande venant du Brésil? Savez-vous que cela se dit déjà? Bon, il y a eu des supputations, pas seulement au Bénin, c'est dans beaucoup de pays. Donc bon, ça aussi, ça fait partie. Mais je dis, les deux parties n'ont pas intérêt à ce que la crise perdure. Parce qu'on a vu les dégâts à l'Assemblée nationale. On a vu les dégâts. Un projet qu'on pouvait mener jusqu'au bout, à la satisfaction de tout le monde, a été saccagé comme ça. Et nous en sommes aujourd'hui à nous demander qu'est-ce qui nous arrive. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, un mot sur le coton. Les députés interpellent le gouvernement à propos de l'évacuation et de l'égrenage du coton qui a du plomb dans l'aile. Y aurait-il des difficultés pour l'évacuation? L'évacuation. Oui, bon, en fait, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, on a été surpris par les résultats de la campagne. Ça a fait 410 000 tonnes déjà égrenées et il en reste encore. Donc, alors que les meilleures prévisions, les prévisions les plus optimistes disaient 300 000 tonnes. Voilà, donc ça, on a dépassé nos prévisions et c'est tout à fait normal, ça n'a rien de surprenant. Il s'agit pour le ministère de prendre les dispositions pour que les paysans ne se retrouvent pas avec leur production sur les bras. Voilà. Sinon, à quoi risque-t-on d'être exposé si on ne sait pas s'y prendre? Parce que bientôt, on va vers la période des pluies. Donc, on va vers la période des pluies. Donc, les producteurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que le contour, tout sera totalement inondé. Donc, je crois que le ministère prendra la disposition en symbiose avec l'AIC pour que rapidement le coton soit évacué vers le port de Cotonou et être envoyé donc, vers les partenaires à l'extérieur. Oui, revenons dans la politique. Il y a quelque chose, nous sommes dans un contexte particulier. Après le rejet du projet de révision de la Constitution, il y a eu la déclaration de Roselyne Soglo. Avant cela, candidat Zanaï a démissionné. Et nous sommes dans un contexte particulier. Et pendant ce temps, on note que le frère Melchior, je veux parler de Renard de Djeregbé, reçoit quantité de visites. Le président Soglo est allé le rencontrer, candidat Zanaï est allé le voir, Amos Elegbe et bien d'autres sont allés le voir. Qu'est-ce qui est en train de se tramer? La question, il faut la poser à ces personnes qui vont rendre visite au propriétaire Tevoidjere. Encore que moi, je vois un grand paradoxe par rapport à ce qui se passe du côté de Porto Novo. Parce que c'est quoi? Quand chacune de ces personnalités sort de l'audience avec le propriétaire Tevoidjere, leur propos vient un peu comme pour soutenir ce qui s'est passé à Porto Novo, qu'on appelle dans l'antre du Parlement. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai suivi ces derniers jours que le professeur Tevoidjere s'est fendu à un communiqué comme quoi, à son âge, ce n'est pas maintenant qu'il va se mettre dans l'opposition. Finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je suis un peu perplexe. Je veux bien savoir d'ici à là ce qu'ils sont en train de mijoter et que cela sorte rapidement, qu'on puisse voir ce qu'il y en est. Olivier? En fait, je me pose une question. Frère Melchior est-il toujours frère Melchior? Puisqu'il nous a dit qu'il a laissé la politique. Puisqu'il nous a dit qu'il a laissé... C'est parce qu'il a quitté la politique qu'il porte la maintenant... vie publique.
Ah, voilà. Hein, et moi, je m'attendais à ce qu'il aille dans un monastère et qu'il communie désormais avec les dieux. Mais là, il est en train de communier avec les hommes. Non seulement que c'est un sage qui en apporte à la nation béninoise. Bon, en fait, il est devenu, selon moi, le gourou de l'opposition. C'est lui qui... tout ce monde qu'il a reçu, là, c'est les gens qui sont contre la révision. Pour le moment, je n'ai pas vu des gens de la mouvance aller dans son sens. C'est certainement parce qu'on sait que quand Tévoiseret parle, ça a un certain poids et bon, on veut surfer sur son image pour faire passer des messages, mais je suis convaincu que lui-même, ça le gêne d'être actuellement le porte-flambeau de l'opposition déguisée, parce que tout ce monde-là, le président Soglo, le Front de sursaut patriotique, candidat Zanaï, bon, et bien d'autres sont allés le voir et à la sortie, ils ont fait des déclarations incendiaires. Bon, pour le moment, on ne l'a pas vu lui-même prendre position d'une façon ou d'une autre, mais je crois que ça le gêne. Ça le gêne. Et je suis convaincu que les communicants ou les stratégistes du camp gouvernemental vont trouver la parade parce que ce n'est pas bon de laisser la manœuvre à l'opposition de cette façon-là. Vous voyez, si moi, il m'était donné de conseiller quelque chose au gouvernement, c'est d'agir rapidement pour que le professeur Tévoiseret, dont on connaît la capacité de nuisance, pour qu'il ne se mette pas dans le jeu de l'opposition. Ça va être très, très grave pour le pouvoir. Oui, et ces agitations politiques, dit-on, sont liées à l'échec du projet de révision de la Constitution. Ben, on se demande si, justement, ils ne veulent pas exploiter l'échec de ce projet en fait, dans le cadre des prochaines élections législatives. Mais c'est encore loin, on a encore au moins 2 ans. Bien sûr que 2 ans. C'est vrai qu'une élection ne se gagne pas le jour de l'élection, il faut commencer par préparer très tôt. Oui. Non, je crois que, comme l'a dit Olivier, le pouvoir en place observe tout ce qui se passe, que j'imagine qu'à leur niveau également, ils prennent des dispositions pour que le pire ne leur arrive pas. Puisqu'il y va de l'intérêt de prendre des dispositions pour que le pire ne leur arrive pas. Oui, tu dis? Oui, avant que le président Soglo n'aille le rencontrer, il avait déjà été reçu par le chef de l'État, Patrice Talon. Ça ne vous inspire pas une réflexion? Oh, qu'est-ce que ça peut inspirer? Bon, le chef de l'État, il est toujours dans la démarche puisqu'il a dit dans l'une de ses sorties médiatiques qu'il va attendre le bon moment pour pouvoir donc ressurgir. C'est tellement qu'il est dans la démarche donc, de pouvoir chercher à avoir le consensus autour de ce projet-là et pouvoir donc le remettre sur la table une prochaine fois pour que ce qu'il attend d'avoir, il puisse l'avoir. Il va continuer par faire ce travail parce que je suis sûr qu'il est en train de rentrer ce soir. Tout à l'heure, j'ai vu un peu le jalonnement des militaires sur la voie. Donc, dès qu'il sera là, je crois qu'il va continuer les pourparlers avec les politiques et pouvoir donc trouver la parade pour se sortir d'affaire. Patrice Talon aurait-il envoyé Nicéphore Soglo en mission? Bon, quand on écoute les discours après, on se dit que non, certainement, ce n'est pas le chef de l'État qui a envoyé Soglo chez Tévoiseret. Non, c'est pas sûr. Ce qui est par contre sûr, c'est que le fait de n'avoir pas reçu, de n'avoir pas travaillé quelques têtes pensantes du pays avant de lancer le processus de révision, ça a largement contribué à l'échec de cette affaire. Parce que ne pas concerter quelqu'un comme Tévoiseret, au préalable, quelqu'un comme le professeur, le président Soglo, pourquoi pas même le président Boniaï, avant même tout au moins, au plan de la formalité, tout au moins, ne pas l'avoir fait, c'est une faute politique. Qu'est-ce que vous en savez, vous et moi? On n'est pas dans le secret des dieux. Il suffit de suivre, il suffit de les écouter. Même s'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils ont été approchés, mais pas suffisamment. Bon, peut-être. Mais dans tous les cas, la démarche, nous, on ne l'a pas vue. Et donc, si on ne l'a pas vue, c'est que, bon, ni dans l'ombre, ni dans chose là, on ne l'a pas vue. Par conséquent, moi, je dis, c'est l'une des démarches préliminaires même, avant de lancer un projet de cette envergure.
pour ne l'avoir pas fait. Aujourd'hui, on se retrouve à faire face à une coalition de l'opposition qui est en train de se formaliser. Vous avez vu, le FSP, là, est en train de se formaliser. Ils sont en train de créer des statuts, tout ça, pour créer une charte. Vous voyez, donc, c'est pas... c'est Talon qui est en train d'amener une opposition à se constituer contre lui. Même des gens qui étaient hier viscéralement opposés se retrouvent ensemble pour aller contre lui. Donc, politiquement, c'est mal joué. Oui, il y a quand même quelque chose de particulièrement étonnant. C'est le président Soglo qui se déplace vers le frère Melchior. Moi, vraiment, à l'époque, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit peut-être que c'est par rapport au poids de l'âge que subit le frère Melchior qui a fait que le président Soglo a estimé, puisque lui, il marche encore bien, qui peut aller vers lui encore que c'est son aîné. Donc, cette l'autre a été président de la République, qui n'a pas été le cas du professeur Théo Edré. Ils sont tous des aînés. Pardon? Ils sont tous des aînés. Des aînés. Mais donc, quand l'un doit être plus âgé que l'autre. C'est vrai que Nicéphore Soglo a été président de la République. Oui, c'est ce que je dis. Je me suis dit, peut-être, il n'est pas allé sur le terrain politique. Au niveau de l'âge, lorsque la différence n'est pas grande, on tient compte du titre. Oui. Voilà, mais il va falloir poser la question au président Soglo pour savoir pourquoi c'est lui qui s'est déplacé pour aller vers le frère Melchior. Oui, c'est un geste de grande élégance. De grande élégance. D'aller vers Théo Edré, dont on connaît déjà le poids de l'âge. Bon, il a atteint l'âge de 88 ans, on ne se déplace pas comme ça. Et cela ne veut-il pas dire que c'est le président Soglo qui a besoin du frère Melchior? Bon, qu'est-ce que le président Soglo a encore besoin de faire aujourd'hui? Politiquement, il a toujours besoin de quelque chose. Aujourd'hui, il brigue quel mandat? Il n'a plus un enjeu politique. Bon, il est là pour donner des conseils. Il a des enjeux politiques puisqu'il a des pions. Oui, il a des pions. Il a ses enfants. Et en allant là-bas, il est parti avec ses enfants. C'est peut-être pour ses enfants, peut-être. Mais... Vous voyez, il est allé avec ses enfants. Peut-être qu'il est en train de demander des choses au professeur Théo Edré. Et donc, quand vous demandez, c'est la mère qui demande, c'est elle qui est tendue. Donc, il pourrait aller avec ses enfants là-bas. Et donc, si nous poursuivons l'analyse, poursuivons l'analyse, on peut voir à travers cette visite familiale, après tout, on peut voir que le président Soglo est en train de dire, il faut dire à ton président de ne pas toucher à mon fils. Voilà. Vous voyez, à Cotonou, s'il y avait des velléités de le faire remplacer tout de suite ou bien en 2019 ou je ne sais plus quand. Il s'agirait en ce moment-là de faire des négociations entre gentlemen, pour aboutir à un accord pour plus tard. Vous savez, c'est après cet échec, le président de la République se retrouve en position de faiblesse. Et avec ça, on peut lui imposer des choses. Voilà. Et parmi ces choses qu'on peut lui imposer, on peut lui dire de ne pas faire campagne contre les Hadi en 2019 ou bien 2020, je ne sais plus, 2019. Donc, le fait de partir à Porte-Nouveau avec les deux peut signifier ça. Je ne dis pas nécessairement que c'est ça, mais ça peut être l'une des armes de négociation bientôt. Qui sait? Parce que l'année dernière, on a passé tout notre temps à scruter s'il n'y a pas des velléités à destituer les Hadi. Bon, ces velléités se sont dissipées aujourd'hui, mais pour 2019, c'est dans 2 ans et ça se prépare maintenant. Et les agitations politiques sont donc liées forcément au rejet du projet de révision de la Constitution. Mais quel peut encore en être l'avenir donc du projet de révision de la Constitution? L'avenir, ça appartient au chef de l'État. C'est lui qui... Il n'y a pas que lui. En tout cas, c'est lui qui est le métronome. C'est lui qui doit savoir donc, si demain il remet en selle ce projet de révision ou il abandonne complètement. Mais on a entendu 2 discours. Ça ne peut pas venir que de lui. Bon, ça peut venir également, puisque l'initiative appartient au président comme aux députés. Ça peut venir également concurremment. Oui. Ça peut venir également du côté de l'Assemblée nationale et porté par les députés qui soutiennent l'action du gouvernement. Justement, le bloc des 60 a fait une déclaration. Tout à fait. Déclaration à travers laquelle ce bloc a dit ce n'est que partie remise. En tout cas, partie remise, on est en politique. Donc, à tout moment, ça peut toujours revenir. Parce que c'est quoi au niveau
dans les principes au niveau de l'Assemblée nationale, quand un texte est rejeté, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir donc le réintroduire. Donc attendons 6 mois pour voir ce que les députés en feront ou bien ce que du côté du gouvernement, ce qui se fera. Est-ce que le gouvernement va revenir encore avec ce projet amélioré et d'ici à là, donc le chef du gouvernement prendra donc l'initiative de corriger ce qui peut corriger par rapport au contact avec les personnalités politiques et pouvoir donc se tirer d'affaire en son temps. J'ai observé, moi, que la position du chef de l'État a évolué. La première interview, juste après le rejet, il disait, bon, c'est fini, etc. Mais après, quand j'ai suivi plus tard son interview avec la RFI, on se rend compte que sa position a quelque peu changé. Donc, d'une manière ou d'une autre, on sent qu'il a encore envie de revenir. En tout cas, en 2021, nous allons compter, est-ce qu'il a pu réviser la Constitution? On va dire non. C'est un échec, et c'est un échec grave qui va impacter tous les régimes qui vont suivre. Donc, moi, j'ai écrit un éditorial dans l'événement précis où j'ai dit, le chef de l'État doit revenir sur ce projet, soit de son propre chef, ou bien prendre un député de sa mouvance, ou même, pourquoi pas, de l'opposition, pour que le projet soit porté. Parce que réviser cette Constitution, c'est vraiment nécessaire. Il y a des choses, on dit que le peuple béninois est pacifique. C'est peut-être dans ce cadre que se mènent les réflexions à Djiragui. Bon, pour le moment, moi, je ne crois pas. Pour le moment, je ne crois pas. On dit que le peuple béninois est pacifique, c'est un peuple pacifique, etc. Oui, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Ça va durer. Jusqu'à quand? Et les frustrations que cette Constitution, déjà révisée, à mon sens, pas même la Cour constitutionnelle, déjà révisée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle, jusqu'à quand va-t-on continuer avec les incongruités qui sont dedans? Non seulement il y a des incongruités dedans, mais en même temps, il y a des choses qui doivent évoluer. Si nous ne prenons que la Cour des comptes, simplement. Moi, je pense qu'un député peut, par exemple, porter un projet portant révision sur, par exemple, la Cour des comptes. Uniquement, on va amender la Constitution sur la Cour des comptes. C'est nécessaire pour que les États de l'UEMOA ne nous regardent pas comme des bêtes curieuses. Vous avez été les exemples, les modèles que nous, on a suivis, et aujourd'hui, vous êtes les derniers. Et tout le monde nous regarde, on dit, voilà, vous êtes un pays bizarre. Voyez? Donc, un député peut prendre sur lui, rien que sur ce point-là, qu'on modifie l'article concernant la Cour des comptes. Oui, justement, suite à ce rejet, le président Patrice Talon doit prendre certaines dispositions afin d'être politiquement bien renforcé. Que doit-il faire? Moi, je ne suis pas son conseiller politique. Je pense que la première des choses, de mon point de vue, de ma position, vous n'êtes pas son conseiller politique, mais vous êtes bien proche. Je suis bien proche de la présidence de la République. Ce que je puis dire, c'est, dans un premier temps, il faudrait qu'il y ait des contacts avec les personnalités politiques. Les personnalités politiques, tout à l'heure, on a cité leurs noms, le président Soglo, le frère Melchior, le président Moussou Bruno, le président Idi, enfin, ainsi de suite, un peu les présidents des partis politiques, les grands partis politiques, et surtout également les gens de l'ancien régime, comment on les appelle, FCBE, puisque ce sont eux qui se sont mis au devant dans le cadre du front de sursaut patriotique. Et donc, pour aller contre cette révision, il faudrait donc que très rapidement le chef de l'État, dans un cadre formel, puisse donc rencontrer ces différentes personnalités, échanger avec elles et donc s'entendre sur le nécessaire. Parce que c'est quoi? Ce que vous allez constater est que toutes ces personnes qui sont allées au devant pour dire non à la révision, personne n'a dit qu'il ne faut pas réviser la Constitution. Tous, on est unanime qu'il faut corriger quelque chose là-dedans. Et comme l'a dit Olivier, qu'il faut corriger. Mais les gens peut-être disent que la méthode ne leur plaît pas. C'est la méthode. Donc il faut que le chef d'État change de méthode, aller au contact des différentes parties, chercher le consensus, et pouvoir donc attendre le bon moment comme lui-même l'a annoncé et réintroduire ce projet de révision. Voilà. Et dans la foulée, la coalition des mouvements du nouveau départ a fait une déclaration de soutien au président Patrice Talon. Est-ce que cette coalition devient un parti en gestation? C'était nécessaire quand même. C'était nécessaire.
que le chef de l'État sente que les gens sont derrière lui. Parce que ce qui s'est passé est énorme hein, en termes, c'est un coup de poignard. Il y a même des députés proches de lui hein, qui ont voté contre et qui savent très bien que c'est un projet vital pour lui. Donc, il a besoin d'être soutenu tout au moins moralement. Donc, moi, je crois, pour le moment, j'attends de voir hein, ce qui va se dessiner. Il a besoin d'être soutenu, mais créera-t-il ou pas un parti politique? Oh, ça, il faut jouer au devin. Non, je crois que le candidat Talon, lors de la campagne, avait dit que lui ne va jamais créer qu'on appelle un parti politique au cours de son mandat. Mais je dis, une fois encore, nous sommes sur le terrain politique et que la vie est une dynamique. Est-ce que, bon, après avoir tenu ce discours-là, par rapport aux événements, face aux événements, il a évolué, on n'en sait rien encore. Peut-être que sa prochaine sortie, il pourra nous dire s'il a changé. Sinon, jusqu'à nouvel ordre, pour ce que j'en sais, il n'y a pas de création politique et de création de partis politiques qui va, qu'on appelle, voir le jour autour du président Talon, de mon point de vue. Oui, et les informations de la toile nous intéressent. Nous allons suivre la revue de presse internationale concoctée par Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Mediaset, bonjour et merci de rester connectés à la revue du web. 3 jours après l'attentat des Champs-Élysées, un important dispositif de sécurité a été mis en place dans le pays ce jour autour des bureaux de vote, écrit France 24 dans sa dernière modification d'information ce 23 avril 2017. Et dans la foulée, Le Figaro nous annonce qu'un hommage national sera rendu à Xavier Jugelé, le policier âgé de 37 ans assassiné dans l'attentat des Champs-Élysées, le 25 avril à la préfecture de police de Paris. La Croix, France Info et d'autres quotidiens nous avertissent que l'élection présidentielle se déroulera comme les régionales de 2015 dans le cadre de l'état d'urgence. Pour d'autres, c'est la première fois qu'un scrutin présidentiel se passe sous état d'urgence en France. Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la sécurité au niveau des bureaux de vote. Revenant à l'actualité du jour, Le Figaro nous informe que les Français se sont mobilisés dès ce matin pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et France 24 titre un taux de participation similaire à 2012. C'est ainsi que peut se lire le taux de participation qui était de 28,54% en métropole à la mi-journée. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce chiffre est quasiment stable par rapport au premier tour il y a 5 ans, qui équivaut à 28,29%. Cela correspond environ à 100 000 électeurs de plus qu'en 2012. À l'époque, il parlait déjà d'une participation importante en comparaison notamment avec 2002. Sur le site de TV5 Monde, nous pouvons lire que les bureaux de vote sont ouverts en France métropolitaine depuis 8 heures ce dimanche. Les Français du continent américain et d'outre-mer, eux, ont déjà voté pour départager les 11 candidats d'un scrutin sous haute sécurité à l'issue incertaine. Mesme Adisso. Qui des 11 candidats sortiront leur épingle du jeu pour le deuxième tour des élections présidentielles françaises? Nous ne saurions vous le dire. Wait and see. Et en attendant d'être fixés, nous nous déconnectons. À dimanche prochain. Merci Marie-Louise Perrin, mais la question est maintenue. Qui des 11 candidats maintiendront, du moins arriveront, qui au pluriel, arriveront donc à tirer l'œil épingle du jeu? Bon, moi j'ai suivi tout à l'heure quelques sondages à la sortie des urnes. Et il semble que Macron et Le Pen sont en tête. Bon, ça c'est pour les sondages à la mi-journée. Donc, bon, pour le moment, on ne sait pas, puisque les 3 sont dans un mouchoir de poche là. 3, il y a Macron, il y a Le Pen et Fillon qui sont dans un mouchoir de poche. Donc, bon, pour le moment, on peut miser sur Macron et Le Pen. Non, moi, ce que je dirais plutôt qui est le prochain président de la France. Je vois venir Macron Emmanuel, le prochain président de la France.
D'accord. Et il parle tantôt de Marine Le Pen quand même qui a quelques chances. Alors, par rapport à Marine Le Pen, les militantes féminines ont encore manifesté aujourd'hui. De quoi l'affaiblir? N'est-ce pas plutôt lui qui est en train d'avoir le dessus dans ces conditions? Le Pen, non, je vous dis... Non, n'est-ce pas, dans ces conditions, lui Emmanuel Macron, oui, qui serait en train d'avoir le dessus, puisque même si Mme Le Pen passe au second tour, elle sera affaiblie. Absolument. C'est pourquoi il vous dit que le prochain président de la France s'appelle Emmanuel Macron. Mais une élection émaillée de soupçons de fraude, puisqu'on retrouve même des enveloppes dans lesquelles sont déjà glissés des bulletins. Bon, qu'est-ce que cela vous inspire? On n'est pas les seuls. Je me pose une question. Est-ce que l'Union africaine a envoyé des observateurs en France? Parce que eux, ils ont l'habitude de nous envoyer des observateurs ici. Et comme il y a des soupçons de fraude, il faut que des observateurs de l'Union africaine aillent superviser les élections là-bas. En général, c'est les supérieurs qui donnent des leçons. Ah bon? Ils sont les supérieurs à nous. Politiquement, ils sont supérieurs à nous. Ils sont bien. On est des États et des États égaux. Voilà. Nous sommes des États égaux, certes, mais qu'est-ce que nous connaissons en matière de démocratie? Donc, en tant qu'Africains, nous sommes à l'école de l'Occident. En tant qu'Africains, on n'a pas à aller observer les élections en France. C'est bien cela. Je ne l'ai pas dit. Non, il faut... Est-ce que, en tant qu'Africains, nous sommes assez outillés? Est-ce que nous sommes assez outillés en tant qu'Africains pour aller superviser les élections en France? Je ne connais pas les autres pays, mais je connais le Bénin. Il y a des gens au Bénin, on est bien outillés pour superviser une élection. Nous avons des têtes qui peuvent le faire. Tout à fait. On va superviser ça. Il faut que désormais nos partenaires apprennent à nous accorder la réciprocité. De la mesure. Absolument, pour qu'on puisse se respecter. Voilà. Merci à vous, Apol Emerico Adjouvi, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'être venu cette fois-ci. Et puis, je remercie aussi Olivier Alochever, rédacteur en chef du quotidien L'événement précis. Voilà, merci à vous et rendez-vous donc la prochaine fois. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bye bye.